Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Qu'en pensez-vous? Donc, une émission où nous avons le loisir de pouvoir commenter l'actualité donc nationale, locale et internationale. Et avec moi pour ce faire, mon habitué maintenant, Jean-René Boutin. Alors, Jean-René, bonjour. Bonjour Jules. Et donc, on a goûté un peu à un retour de l'hiver cette Oui, semaine. oui, semble-t-il. Bon, ça s'efface un peu, là, le soleil revient, puis les températures remontent tranquillement. On n'est pas fâchés. Non, j'ai hâte d'aller au chalet, hein, personnellement, là, mais là, on ne sait pas comment est-ce que ça va nous mener. Moi, j'ai hâte de sortir mon vélo. Ah, ben, voilà. Ah, tu vois, regarde, Il y en a qui l'ont déjà fait. T'es en meilleure forme que moi. OK, Jean-René, on va commencer avec, tu sais, le petit monastère blanc qu'il y a Oui. près du boulevard, à la sortie du pont à Dolbeau-Mistassini. On apprend donc qu'il va être complètement démoli Hélas, oui. en raison de la construction du pont. Tu dis hélas, c'est quoi? C'est une reproduction Moi, ça qui me nous déçoit. illustre? Ça me déçoit car c'est un monument historique de la ville. C'est une commémoration. C'est quelque chose qui n'était pas laid, c'était pas en complète décrépitude. C'était un beau symbole de notre patrimoine. Puis c'est un élément du patrimoine bâti qui disparaît. Donc, c'est décevant. Là, je ne connais pas dans l'ensemble les raisons invoquées. Qu'est-ce qui a été amené pour... En raison du tracé du pont, OK, et c'est prêt, mais je ne pense pas on avait nécessairement à le détruire, mais comme ça va être près de la sortie donc du pont OK. maintenant, on nous disait que le ministère avait prévu, et le conseil de ville, d'ailleurs, dans le OK. temps, l'ex-conseil de ville avait décidé effectivement de céder le terrain. Et ce qui va se passer, c'est que ce bout de terrain-là va être vendu à la firme Métro, qui lui va en profiter pour réaménager son espace de stationnement. Avec cet argent-là, il serait prévu de quand même aménager le parc près de la rivière, OK, plus près de la rivière. Il va y avoir une autre tour d'observation qui devrait être construite. Et ce que le maire avait indiqué, c'est que cette tour-là va être entre autres financée par les travaux, pas les travaux, mais le ministère qui compense, si je peux m'exprimer ainsi. La question qui demeure quand même importante, c'est sûr qu'on a déménagé un monument comme ça en briques, ça se fait peut-être moins et ça se Beaucoup fait moins peut-être bien. pas. Beaucoup moins bien. Où est-ce qu'on n'aurait pas pu le Ouais. remettre en fonction de ces choses de même? Je ne sais pas si ces scénarios-là ont par ailleurs été étudiés. Et Jules, tu me parles d'une autre tour d'observation qui serait construite Oui, à peu de choses près au même endroit, là, un petit peu près de la plus rivière, près de la pour pouvoir rivière. avoir un point d'observation. C'est ce que j'ai su, là, OK. OK? En date d'aujourd'hui, là, je n'ai pas pu obtenir les détails complémentaires à l'information. On sait que dans l'édition de cette semaine du Journal Nouvel Hebdo, on a fait effectivement mention de cette nouvelle à l'effet que le monastère, cette reproduction, ce monument qui représentait quand même une des tours du monastère des Pétropistes va être Et démolie. si c'est une tour qu'on reconstruit par la suite, pourrait-on penser que ça pourrait ressembler à ce qui existait avant? Là, je ne peux pas t'indiquer ce qu'il y en a, Ça mais serait ça ce serait qui peut-être remplacerait, entre guillemets, si on veut, un peu l'ancien ça me fait monument. l'impression que c'est beaucoup plus, d'après ce que j'ai pu comprendre, une tour d'observation en bois, OK, qui va être remise de l'avant. Mais écoute, je ne suis pas dans le secret des dieux là, à ce niveau-là. C'est pas le dernier signe, c'est le dernier monument qui fait honneur aux trappistes. On a la chapelle à la halte routière, donc on n'a pas affaire à une disparition complète des traces, mais c'est quand même dommage, à mon avis. On conserve quand même l'ancien monastère est quand même toujours vivant versus les opérations, entre autres de foyers pour personnes du troisième âge, qui sont toujours en vigueur. Et il abrite aussi les locaux du CLSC, l'ancien monastère. Et les tours sont toujours là.
Et oui. Et on avait, ça avait coûté quand même. Oui, on fait des travaux de réflexion assez importants. Et on perdait des éléments. C'est ça qui assure la survivance des monuments et des Exact. éléments du patrimoine, c'est d'avoir une utilité concrète. Bon, peut-être qu'on n'en trouvait plus à ce petit parc avec le beau monument en pierre blanche, mais bon, malheureusement, ce qui m'intéresse dans ce dossier-là, c'est la question de la logique du développement versus les installations existantes et ce qui existe déjà, le patrimoine. J'ai parlé je crois que c'est la dernière émission, qu'on a des très belles rives, qu'il ne faut pas attenter à ça, que c'est quelque chose à conserver. C'est un avantage qu'on a au milieu, au niveau du tourisme, au niveau pour les locaux. En premier, c'est les locaux qui en bénéficient, mais également pour les gens qui viennent, il faut avoir un bel endroit à présenter et qui est déjà très bien aménagé. Donc, ça en faisait partie en quelque sorte. J'espère qu'on fera quelque chose de beau. En fait, je n'ai pas tellement de doute que ça sera bien fait. Ce qui se fait en général est bien fait. On respecte quand même habituellement, effectivement. Mais il y a toute cette question-là d'être conscient des avantages qu'on a, puis de les préserver, puis de ne pas se laisser berner par la logique du développement aveugle, de nouvelles installations, nouveau ci, nouveau ça. Détruisons aussi, faire place à ça. Attention, il y a des choses à préserver aussi. Tu m'amènes j'en venir à regarder aussi. On a encore le Juvénat. Oui. Qui est encore un monument. On sait qu'actuellement, il y a l'entreprise privée qui s'en est portée à Quéra. On cherche effectivement à en louer des espaces. À tout le moins, il a été préservé dans le sens où on a maintenant un propriétaire qui assure à tout le moins, comme on dit, le chauffage d'hiver à l'intérieur et des projets fort probablement à venir. On parle toujours d'une école entrepreneuriale potentielle dans ces locaux. Et ça nous permet d'avancer qu'effectivement, tout ce patrimoine bâti, je pense qu'il faut qu'on s'en préoccupe et que l'on voit. Il faut. Ça serait incroyable. Imaginez de compter ça à un Européen qu'un vieux bâtiment qui était important comme ça, comme pour le milieu, disparaît soudain parce qu'on ne le chauffe pas ou quoi que ce soit. Ça serait saugrenu à l'idée. Regarde ce qui s'est passé dernièrement avec quand même les Pointe-Racine. Oui. C'est sûr que là, les bâtiments... Le niveau architectural était peut-être un petit peu en dessous du Juvénat. D'accord avec toi. Par ailleurs... Sans vouloir être non. Mais par ailleurs, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que oui, ce sont des bâtiments qui constituent ce que nous sommes, dans le sens où ils font partie de notre histoire collective, qu'on y ait été ou qu'on n'y ait pas été. Et c'est quand même important que ces éléments-là, c'est des éléments de commémoration souvent. Oui, et j'ai une citation pour toi, Jules, et pour les auditeurs aussi. Je ne sais plus de qui ça me vient, ça fait longtemps que je l'ai entendu. Je crois l'avoir mentionné dans la série Perspective 125. C'est « Le milieu forme les gens davantage que les gens forment le milieu ». Quand les gens naissent, ils naissent dans un milieu qui est déjà structuré. Ils grandissent dans un milieu comme il est et le milieu a l'influence sur eux, sur leurs interactions, sur leurs déplacements. Et c'est tous ces changements-là qui vont former l'entourage des locaux et dès leur naissance. Donc, c'est si important d'y voir. D'y voir et de le préserver et de le conserver. D'ailleurs, il me semble que tu es membre et membre du conseil d'administration au niveau de la société. Je suis administrateur, secrétaire du conseil d'administration de la Société d'histoire et de généalogie. Et de généalogie. Et elle a quand même joué un rôle elle joue un rôle important à la conservation d'archives du milieu, mais aussi, est-ce qu'elle a un rôle sur La Société a un rôle de propager le savoir qui est disponible grâce aux archives, de mettre en valeur le patrimoine local, qu'il soit historique ou généalogique. Elle a un devoir de mise en valeur. Je dis un devoir, une mission de mise en valeur. Donc, dans un dossier comme celui-là, qui nous préoccupe d'un monument de commémoration, d'un événement, est-ce que ça, vous avez un rôle à amener peut-être de documentation sur ce qui s'est fait ou ce qui se fait? C'est pas impossible. Peut-être que la demande en sera faite ou peut-être que la société, qui je sais, est très occupée sur des grands dossiers. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une société d'histoire extrêmement dynamique et on a très peu d'employés, donc moins d'une dizaine d'employés à la société. Et quand même, on trouve le moyen d'être une des plus dynamiques au Québec.
Et s'il y a un projet en ce sens de donner de la documentation, qui certainement existe, mais la voûte est très remplie, il y a beaucoup de choses, Il y a déjà de la recherche. plus que plusieurs pourraient s'en douter. C'est tout à fait incroyable le nombre de documents qu'il peut y avoir là-dedans. peut y avoir au niveau de la société. Je voudrais qu'on convienne sur la question au niveau de l'hôpital. On sait que dans un premier temps, on est depuis le début de l'année à plusieurs fins de semaine, on est en découverte de garde pour les chirurgiens, c'est-à-dire des fins de semaine au complet où on n'a pas ce type de service. Pour les accouchements aussi, c'est problématique. Ce qui oblige effectivement des déplacements, des femmes qui se doivent d'accoucher, et on les envoie dans les autres CIUS. Et il y a aussi, on nous apprenait aussi dernièrement que il n'y a pas de personnel de direction à certains moments précis aussi qui sont présents au niveau du centre hospitalier. Alors, il peut y arriver une urgence quelconque, je ne te parle pas d'une urgence de santé, là, une urgence dans l'organisation du travail. Okay. Et en fait, on se trouve à ne pas avoir sur place de personnes en autorité pour prendre les décisions de coordination, ces choses-là, qui sont dévolues habituellement au personnel de la direction. Et ça t'amène à penser quoi, toi, là-dessus? Je veux dire, tu vois ça comment, cette chose-là? Je vois ça comme une débrouillardise dans un état, dans une situation qui n'est pas idéale. Parce que là, si on a une découverte de garde, si on a un manque de personnel, autrement dit, ou un manque de budget d'horaire, ou employons le synonyme qu'on veut, il n'y a effectivement pas le service qui est là tout le temps. Exact. Pourtant, un établissement de santé, on peut penser que c'est l'un des services les plus exigeants en la matière, en fait, qui devrait l'être. On devrait avoir une couverture partout. C'est dérangeant de se dire que... Est-ce que c'est le cas dans les grands centres? Non. Non, voilà. C'est dérangeant de se dire qu'en région... En fait, il y a un élément, je pense, qui relève de cela, c'est que, oui, on a voulu amener une meilleure gestion des opérations au niveau de ces institutions-là, avec la constitution des CIUS à l'échelle de tout le Québec. Ça a été un des premiers éléments. Donc, ces types de regroupements-là font en sorte que, localement, on a, qu'on le veuille ou non, avec cela, des pertes, pas nécessairement de services directs, mais des pertes sur la gestion de services de santé locaux. C'est ça. Voilà. Donc, tu as du personnel qui a été, à ce moment-là, réaffecté ailleurs et qui fait en sorte que, quand tu te ramasses en opération, ce qu'on nous expliquait, c'est que tu sais, pendant une fin de semaine où il n'y a pas de cadre sur place en direction, le personnel fonctionne. Oui, il sait ce qu'il a à faire, mais il fonctionne sans que quelqu'un ait à prendre une décision quelconque sur la gestion de cas. Alors, ce que ça amène, ça, c'est que le personnel se retrouve à se dire, écoute, est-ce que c'est ma responsabilité que de prendre la décision, alors que ça se doit d'être quelqu'un d'autre dans la structure qui doit prendre la décision finale? Je suis prêt à l'exécuter, le personnel est prêt à l'exécuter, mais là, il se retrouve à prendre et la décision de le faire et le faire. La question des comptes à rendre me semble complexifiée par Exact. Tu sais, le rôle légal de la responsabilité qui est très lourd, surtout pour le personnel médical. Ils ont parfois la vie des gens entre les mains, le moins souvent possible, mais ça arrive, c'est inévitable. Exact. Alors, comment fera-t-on pour... est-ce qu'on va surcharger quelqu'un? Est-ce qu'on va l'accabler de quoi que ce soit parce qu'il a fait une mauvaise décision, alors qu'il n'y avait personne pour prendre la décision? Ça me semble être une source de problème. Je pense que ça origine de ce phénomène-là. C'est-à-dire que quand tu regroupes, tu perds du pouvoir, de l'autorité de gestion à ce moment-là. Toutefois, si on voit la question complètement à l'opposé, du point de vue des gens qui se trouvent responsabilisés, ça me semble être un témoignage de confiance en leurs compétences. Oui, on est d'accord. Par ailleurs, lorsque ta compétence relève dans la structure de faire le travail, d'exécuter le travail à la suite d'une directive qui t'est donnée, si toi, en plus tu fais la directive
c'est ton rôle de Ouais. responsabilité là, est pas tout à fait légalement correct, je pense. Et fort probablement qu'on doit discuter. Je sais qu'il y a le comité de vigie qu'on a formé ici au niveau du centre de Beaume-Mistassini est actuellement en discussion, effectivement, avec la direction du SUS. C'est à suivre. Pour faire en sorte qu'on puisse voir là, de quelle façon légalement on va pouvoir Ouais. oses entreprendre. Ça te dit-tu quelque chose, toi? Plus ou moins. Écoute, tu vas devoir Oui. me l'expliquer un peu plus. OK. Alors, c'est en fait un programme gouvernemental pour aider, pas pour aider, pardon, pour souligner le travail de jeunes entrepreneurs Ah, en je vois. démarrage, pas juste de jeunes, ça peut Une être... sorte de gala? Exact, oui, c'est un gala qui va être... qui s'est fait la semaine dernière au niveau des MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine du Roi. Et on a pas élu, mais on a déterminé à la suite d'un concours 4 gagnants dans ces entreprises dans ce concours. Il y a entre autres un concours, un service qui a été donné au niveau pour les services aux entreprises. C'est Mme Joanie Riendeau et Amélie Paquette dans notre secteur qui ont créé Tréma Service Conseil SENC et qui ont bénéficié donc c'est des services professionnels en organisation d'événements et en gestion de projets. Félicitations. Et en demande de financement. Et il y a aussi dans le secteur des services aux individus, c'est dans le domaine de la santé que ça a été. C'est un grand centre interdisciplinaire de soins de santé ayant comme noyau les soins chiropratiques. On y trouvera également une vaste ensemble de services complémentaires tels que la massothérapie, le yoga, l'accompagnement à la nation, la psychologie et bien d'autres. C'est donc le docteur Esther Castonguay et Mme Marie-Pierre Roy qui sont les gagnantes dans cette catégorie. Félicitations encore. La microbrasserie Beamer à Oui. Roberval, qui s'est vu, je pense qu'ils ont eu un gros événement là, une semaine aussi, qui se sont donc vus gratifiés aussi d'un concours. Et enfin, dans le prix local bio alimentaire, il s'agit de M. Robert Bouchard avec la culture de houblon et la récolte d'épices forestières. Bon, chapeau à tous. Yes, yes. Alors voilà, c'est un peu dans des gagnants. Ce que j'aimerais savoir de toi, est-ce que tu crois que ces concours-là sont utiles pour aider au développement de l'entrepreneurship chez nous? Est-ce qu'on se doit d'avoir de ce genre de programme? On remarque que des bourses sont octroyées, là, mais c'est un peu plus symbolique là, qu'autre chose. Mais est-ce que ces événements-là, effectivement, contribuent au développement de l'entrepreneurship, tu crois? À mon sens, tout ce qui peut aider, ce qui peut donner un coup de pouce aux jeunes entreprises en termes de visibilité, en termes de reconnaissance, c'est bénéfique. OK. C'est pas facile. On a tendance à penser que c'est facile aujourd'hui, qu'avec les médias sociaux, avec Internet, on peut vendre aux quatre coins de la planète. Mais ça se passe pas comme ça. Si on déboule dans l'expression débouler dans l'Internet comme ça, ça n'a pas grand sens. Mais c'est effectivement ce qu'on arrive. On déboule dans une immense place où tout le monde est. On est un petit brin d'herbe dans toute la cour. Une goutte d'eau dans l'océan. Voilà, pour ne pas dire, oui, effectivement. Une goutte d'eau dans l'océan, c'est le cas de le dire. Et si on n'a pas un certain projecteur qui est braqué sur nous, si on n'a pas une certaine petite tape dans le dos d'une institution déjà reconnue, c'est difficile de percer. Les liens d'affaires, on perdrait toutes les 40 heures de la direction générale s'il nous fallait qu'ils essaient de contacter tous les clients possibles. C'est déjà ce qu'ils font, puis ils font tout le reste en même temps. Et c'est beaucoup. Maintenant, avec les possibilités qu'on a, c'est quasiment plus facile d'être perdu dans la masse que de se débrouiller encore plus. Donc, il me semble qu'en termes de visibilité, à mon sens, c'est bien et ça s'affiche tellement bien sur un mur. Oui, bien, il y a cet élément-là. Il y a aussi, il faut tenir compte que là, on a eu, donc la semaine dernière, on a eu le gala qu'on appelle le gala local, c'est-à-dire au niveau donc, des deux MRC. Il y aura un gala régional aussi, c'est-à-dire que les finalistes de ces catégories-là vont se rendre
à Saguenay pour avoir un gagnant régional. Et ce gagnant régional-là se ramasse, je dis ce gagnant, mais c'est gagnant parce que à un chaque niveau provincial. va au niveau national pour pouvoir être en mesure, effectivement, d'obtenir, donc effectivement, sur la visibilité, ils ont, ça a un bon rôle à l'évidence pour aider. Je dois dire que ça, tu sais, les CLD, ces organismes-là qui sont voués à aider l'entrepreneurship, et même de plus en plus, on en a dans les institutions scolaires aussi, qui aident cette émergence de l'entrepreneurship local et national. Ça aide effectivement à susciter que oui, c'est possible d'entreprendre, de créer de la richesse économique, oui pour soi, mais aussi collectivement. Hey, tu savais ça que depuis 2 fois, à tout le moins 2 fois, et en plus du cégep, il y a habituellement, à chaque année, on voit à l'Hôtel de Ville apparaître dans le cadre d'un cours qui se donne au cégep en politique municipale. Effectivement, les étudiants se présentent au conseil de ville pour voir comment est-ce que ça fonctionne, un conseil de ville. Et depuis le début de l'année 2018, ça fait 2 fois qu'on reçoit et des élèves du primaire, qu'à l'Hôtel de Ville reçoit des élèves du primaire et des élèves du secondaire, pour justement voir et les inviter à venir voir c'est quoi un hôtel de ville, c'est quoi les services d'un hôtel de ville, c'est quoi qui se passe au niveau de la politique municipale avec la gestion des maires, du maire et des conseillers, donc du conseil municipal. Et je pense que ça suscite, c'est une valeur éducative importante qui est donnée dans le milieu. Est-ce que tu as eu l'occasion toi, de participer à ce genre de... Au cégep, dans le cadre de mon cours de politique, qui était donné à l'époque par Patrice Bouchard, d'ailleurs. Et oui, dans le cadre du cours du cégep. Et là, on parle de primaire et même primaire et secondaire. Exact. On les prend jeunes, puis c'est correct comme ça. À mon sens, c'est la meilleure école pour comprendre le fonctionnement de notre société. On n'arrête pas de chanter que les jeunes se désintéressent de la politique, qui ne se sentent pas rejoints par la mécanique de l'État, tout ça. Parfois, ça leur est même complètement étranger quand ils arrivent à devoir l'apprendre au secondaire dans leur cours. Ouais. Mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Donc, de voir concrètement, tout près d'eux, qu'est-ce qui se passe, comment on décide de ce qui se passe dans le milieu, ça touche quoi? Pourquoi on fait ça de cette façon-là? Le plus tôt possible. Il me semble que c'est là qu'on va réussir à devenir pertinent, mais ça ne devrait jamais être un discours, ça devrait être le discours dans notre société, d'éduquer les jeunes à comprendre comment elles fonctionnent. Pourquoi est-ce que ça n'a pas toujours été le cas? On dirait que je me répète en disant ça, mais quand il arrive quelque chose comme ça et qu'on se dit pourquoi est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça, c'est que c'est une bonne idée. Gardons la main là-dessus, c'est une bonne chose. Et c'est sûr que là, au primaire, bon, ça va commencer tranquillement, puis au secondaire, ils vont comprendre des choses différemment. C'est pas du temps perdu. Je me souviens d'avoir, entre autres, assisté aux 2 périodes, parce qu'il y a une période de questions qui leur est octroyée au conseil de ville lorsqu'ils sont présents sur place. Les jeunes disaient « Monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites pour nous autres? C'est quoi que la municipalité a fait pour nous autres? » Ça, c'est au niveau du primaire, puis j'avais trouvé... Puis, il y avait eu un autre... Quand est-ce que la piscine va être correcte? Tu vois, la préoccupation... on peut penser que c'est des préoccupations d'adultes de vouloir dire, bon, ben, nous allons mettre un équipement pour permettre à nos jeunes de s'épanouir. Eux-mêmes, ils sont au courant. Donc, il y a un projet de piscine ou de réfection de piscine à Dolbeau-Mistassini. Je trouvais ça pertinent de voir ces jeunes s'intéresser, à des choses qui se font pour eux autres. Amen. C'est ça qu'ils voulaient avoir. OK. Écoute, sur un autre sujet, as-tu entendu parler de ça, toi, du départ à la retraite du policier communautaire Jérôme Beaulieu? Oh, l'agent Beaulieu, oui. Je l'ai côtoyé souvent étant dans le milieu de l'éducation. J'aimais beaucoup les conférences qu'il donnait pour les jeunes, parfois avec l'agent Pelchat. Et c'est quelque chose de très bien, c'est quelque chose à conserver. Et là, son départ à la retraite suscitait des questions sur le poste de, comment on appelle ça, le policier communautaire, l'agent communautaire de la SQ, du poste de Dolbeau. En fait, et parmi les interrogations des gens, et en particulier, on se disait, est-ce que le poste va être conservé?
Et ça, c'est un peu ce qui se passe là, au niveau de la direction du poste Adolfo-Mistassini. Est-ce qu'il va y avoir des changements dans ce travail-là? Parce que son travail a été grandement apprécié de l'agent Jérôme Beaulieu et ça l'a permis de faire en sorte que les policiers dans le milieu peuvent être, surtout au niveau des jeunes, hein, il faisait beaucoup de travail au niveau des jeunes et ça permettait de dire, bon, ben, un policier, c'est quelqu'un qui peut peut-être m'aider, pas juste quelqu'un qui peut me taper dessus. C'est ça. Si on juge que taper étant entendu dans le sens figuratif du terme. Oui, parce que l'ancienne police des années est disparue. On a maintenant des agents communautaires. Et si on croit, Jules, que notre société a des lois justes, on ne devrait pas être contre ceux qui sont responsables de la faire appliquer. Et les policiers, la mauvaise presse qu'ils ont parfois dans certaines tranches de la population, je m'explique mal. En fait, je ne devrais pas mal me l'expliquer. On peut comprendre certaines raisons, mais je m'inscris en faux avec cette perception-là. Je pense que ça a l'origine de ce comportement-là que l'on a souvent de fois à généraliser abusivement. Exactement. Un comportement qui est, délinquant, qui est un sophisme. Qui se doit d'être dénoncé à ce niveau-là. Ça m'amène aussi, je ne sais pas si on avait eu l'occasion, je ne sais pas si tu avais été présent à cette émission-là. Au niveau de la MRC, on avait dénoncé dernièrement, effectivement, l'augmentation assez importante du coût de la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC. Je me souviens qu'on en avait parlé. On en a parlé, effectivement. J'en profite pour dire que, oui, c'est fort probablement nécessaire un agent communautaire dans le milieu et compte tenu de la facture qui nous est imposée, on aurait peut-être... Ça devrait être inclus dans le forfait. à le demander de le maintenir. En tout cas, c'est le surveiller. Fort probablement qu'on aura des réactions des dirigeants à ce niveau-là. Nous n'annonçons pas, au moment où on se parle, que le poste est aboli. Je tiens à le dire, pour ne pas... Faut pas. Qu'on l'interprète. Écoute, ça fait un peu le tour du nouveau local. Et nous allons en profiter pour faire une petite pause de quelques minutes pour vous revenir avec cette fois-ci l'actualité au niveau fédéral et provincial. Le Québec est en mouvement. En s'investissant dans la mobilité, dans les voitures électriques et dans les autobus scolaires électriques, les trains, les routes en milieu urbain et en milieu rural, les tramways, le métro et les gares intermodales, on rend les déplacements plus fluides et plus simples. Améliorer la qualité de vie des familles au cœur du plan économique du Québec. Tout est arrivé parce que je parle français. Si j'avais pas appris le français, j'aurais pas eu un travail en français. J'aurais pas rencontré l'homme de ma vie, Yvon Deschamps. J'aurais pas fait des tournées partout au Québec. J'aurais pas eu 3 belles filles qui parlent français aussi. Alors non seulement j'ai appris le français, mais j'ai appris la culture des Québécois. J'ai décidé d'agir. Quand tu m'accroches par exprès les seins dans l'ascenseur. Quand tu essaies de m'embrasser. Quand tu brûles les étapes. quand t'insistes. Quand tu nous mimes ce que tu ferais avec elle, devant elle. Quand ta main descend là où je veux pas. Quand tu respectes pas mes limites. Quand ton geste est inacceptable. Quand tu dis qu'il a couru après. Quand tu prends mon nom. Pour un oui. Parce que quand tu fais ça, sans mon consentement, c'est une agression sexuelle. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Oh, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah oui, il y en a de plus en plus. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes au cœur du plan économique du Québec. Il y a des milliers d'emplois pour les innovateurs comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place. Bon,
Hey, dernier sondage. Oui. Le dernier sondage vient de sortir. Je vais essayer de me prendre mes feuilles pour ne pas me tromper sur Regardons ça. les résultats qui sont sortis. Donc, au niveau du dernier sondage, la CAQ recevrait 34% donc de l'électorat. Il faut bien oublier que ce ne sont pas des comtés ici qu'on parle, mais bel et bien de l'élection à l'élection générale, donc là, au niveau des votes exprimés. Elle recevrait 34%, soit une baisse de 3% par rapport au dernier sondage réalisé le mois dernier. Le Parti libéral est rendu à 29%, soit 3% de plus. Donc, on sait que les intentions de vote d'un sont allées à l'autre. Au niveau du Parti québécois, on est à 21%, soit 1%, donc de moins qu'au dernier sondage. Et en quatrième position, on a Québec solidaire avec 9% du vote, ce qui est, semble-t-il, similaire. Et du même coup, un premier commentaire sur ces résultats. la CAQ qui est assez haute, et on voit du même coup un Parti québécois qui semble essayer de miser justement sur le mécontentement un peu de la même clientèle que la CAQ dans son discours. Donc, on revient sur des dossiers comme, par exemple, le port de signes religieux. Et là, on pointe les libéraux du doigt. On dit c'est eux qui n'ont pas fait le travail. Mais si on se souvient, la question des signes religieux et de la fameuse charte a été le projet du PQ il n'y a pas si longtemps. Donc là, on dirait qu'on fait un saut de mouton par-dessus l'époque que le PQ a connue avec ce dossier-là. Est-ce que tu penses que c'est un des dossiers majeurs qui explique C'est un dossier sensible. À mon sens personnel, il y a d'autres priorités. Ça me semble être dans l'ordre du détail, mais on fait beaucoup de politique sur ça. Mais je pense que les Québécois sont sensibles. Il y a une bonne partie des Québécois qui sont sensibles et c'est de nature à faire varier les intentions de vote de manière quand même significative. OK. Donc, à 34%, nous n'avons pas par ailleurs, semblerait-il, là, selon les grands sondeurs, on n'aurait pas un gouvernement par ailleurs majoritaire avec un 34% des votes et 29% à l'autre et 21% à l'autre. Au Parti québécois, ça ne permettrait pas d'avoir par ailleurs un gouvernement majoritaire. On se ramasserait peut-être avec... Est-ce que tu penses que c'est plausible que si on avait ça, on avait des élections? Ce n'est pas sans rappeler la montée de l'ADQ il y a quelques années de ça quand même. La montée d'un troisième parti, parlons en termes clairs, c'est un troisième parti historiquement. Et c'est pas nouveau au Québec, là. Ben, en fait, c'est comme récent comme phénomène, puisqu'avant, on était plus dans un bipartisme plus assumé. Mais depuis qu'il y a plusieurs partis au Québec qui sont davantage populaires, dont on avait l'Action démocratique du Québec, qui est l'ancêtre finalement de la CAQ. Et il y a une émergence tout d'un coup dans les sondages de ce troisième parti-là, qui vient un peu faire le trouble-fête. Et on dirait que les Québécois, en ce sens-là, jouent un peu la carte du chantage. Parce que l'ADQ n'a pas été élu au gouvernement et la CAQ, on ne sait pas ce qui va advenir de ce sondage-là. On déplace nos intentions, mais dans l'urne, ce n'est pas toujours ce qui prend forme. Tu m'amènes à... On peut-tu maintenant, en 2018, ça fait quand même plusieurs années qu'on a des sondages électoraux, on peut-tu se fier encore à ça? Je crois que dès le moment où le sondage est dans les mains de tous, c'est un instrument de chantage politique. C'est une bonne idée. Ce parti-là, j'aimerais qu'il déplace ses intentions. On va donc déplacer nos intentions vers un parti dont les vues sont plus poussées de ce côté-là pour essayer de faire ramener le jeu. Et on voit le Parti québécois, comme je le disais tout à l'heure, déplacer un peu son discours, un peu le ton change, devient un peu semblable à ce qu'on voit dans certains autres partis où on essaye de tabler plus sur certaines questions qui préoccupent une certaine tranche de la population pour essayer de rattraper les intentions peut-être. OK. C'est parce que ça m'amène à dire que moi, je pense, j'ai déjà exprimé cette idée-là, mais je pense que de plus en plus, les sondés font changer l'esprit des sondeurs. Ouais. C'est-à-dire que, moi, je suis un partisan du Parti québécois. Regarde, il me pose la question, puis
Qui croyez-vous va former le prochain gars? Ben, le Parti libéral. Je suis en train de me demander jusqu'à quel point le phénomène de mentir aux sondeurs ne joue pas aujourd'hui. Et je t'amènerai là-dessus sur la dernière campagne électorale au Québec et aussi au Canada, où les sondeurs n'ont pas eu la même cote que le résultat de l'élection. Et c'est pour ça que ça m'amène à dire jusqu'à quel point aujourd'hui on peut se fier à un résultat potentiel occasionné par les sondages. J'ai besoin de mentionner la dernière présidentielle américaine. Entre autres, hein? Il y a toutes sortes de mécaniques qui sont sous-jacentes au phénomène du sondage. Finalement, le sondage, c'est un instrument qui a ses qualités, ses défauts, qui permet de rejoindre certaines personnes et qui peut être influencé. Et on a vu le scandale Cambridge Analytica. Donc, il y a toutes sortes de mécaniques sous-jacentes à ça qui, maintenant, seront probablement plus encadrées, mais elles existent dans la société de toute façon. Ces canaux de diffusion-là, des idées, des influences qui passent. Et l'esprit des gens les reçoit, mais des fois, c'est invisible, c'est transparent, ce genre de canaux-là. Et dans la tête des gens, on ne peut pas aller voir ce qui se passe. Ça se révèle seulement le jour du scrutin. Quand on regarde au niveau des intentions de vote manifestées par le sondage et qu'on fait, on s'en va voir un peu qu'est-ce qu'il y en est au niveau des ce que les électeurs estiment qui devrait être fait pour au niveau donc du voyons. Je viens de perdre mon idée. Donc, au niveau des sondages, ce qui est important, on veut souligner, c'est que les gens donnent jusqu'à 60 quelques % de mécontentement à l'endroit de la gestion du Parti libéral actuellement. OK? Et ça, c'est au niveau du global. Et lorsqu'on va dans les intentions de vote des électeurs en région, OK? Alors que là, on reçoit 34 %, 29 % au niveau du Parti libéral. En région, c'est 14 %. Oh, il y a un écart significatif. Oui, en région. Et on comprend l'importance sur l'île de Montréal, parce que sur l'île de Montréal, effectivement, le Parti libéral est haut la main. Le gagnant sur l'île de Montréal. Il ne faut pas oublier que c'est la moitié du Québec. Là. On a toujours dit le Parti libéral part avec au moins une trentaine de députés assurés à chaque élection. Donc, je pense que ces deux éléments de statistiques-là... Et on a une nouvelle, Jules, qui est tout à fait cohérente avec le fait que dans Montréal, le Parti libéral s'en tire bien. Il veut probablement renforcer cette base-là qu'il a. Et c'est Québec qui prévoit d'investir près de 2 millions de dollars pour rapprocher ces liens des organismes qui s'occupent de la communauté anglophone du Québec. Ça peut être mal perçu par certains, mais on pourrait faire le clair là-dessus. Exactement à quoi ça consiste? Ah oui, je n'ai pas eu l'occasion de voir au détail. C'est que dans le dernier budget, donc, de nombreux de la population, les Québécois d'expression anglaise en font partie d'argent qui a été octroyé. Pas moins de 3 millions de dollars au total seront dépensés pour maintenir de bonnes relations entre le gouvernement et les anglophones. C'est un peu là, on va donc procéder à une analyse un peu plus soutenue, si j'ai compris. On veut alimenter la machine en données et 2 millions, 3 millions on parle. 3 millions, ce n'est pas des sommes comme le ministère de la Santé. Non. C'est un investissement de consolidation qui me semble probablement profiter à la fameuse base anglophone dans les grands centres. C'est le Parti libéral qui est à l'origine, qui est au gouvernement. C'est ça. Mais si on regarde la question plus largement, autrement que partisan, il y a une communauté anglophone au Québec qui, effectivement, peut se sentir désolidarisée. On a un sentiment national canadien-français d'expression francophone qui est très, très présent au Québec. Et on perd des gens qui sont peut-être des personnes qui pourraient être importantes dans notre société et qui pourraient en être des acteurs quand même solides. Et là, on investit une somme là. Les réactions, je n'ai pas regardé, d'ailleurs les commentaires, parfois c'est assez injurieux, donc j'ai passé mon tour pour les commentaires sur cet article-là. Mais c'est le genre de nouvelle, je crois, qu'il va faire beaucoup de réactions. Certaines à tort, d'autres... faut doser avec les... Mais est-ce que ça peut faire l'objet d'un débat de campagne électorale?
À mon sens, ça peut être un item qui peut être pointé du doigt, mais majeur, ça dépend. Ça dépend. Là-dessus, parce que, bon, oui, des mesures de connaître davantage. Moi, en tout cas, personnellement, il m'apparaît que c'est clairement une façon d'amener un bonbon à la clientèle du Parti libéral qui est au pouvoir. Pendant qu'on est au pouvoir. Dire, bon, écoutez, oui, on se préoccupe aussi de vous autres. Parce qu'il y a d'autres communautés. Une mesure exclusivement électoraliste, comme on dit. C'est donc ciblé davantage. Parce qu'il y a beaucoup d'autres communautés qui bénéficieraient d'avoir un regard aussi attentionné en termes de budget et en termes d'appareil gouvernemental. On a juste à penser, par exemple, à ceux qui s'établissent en région. La base immigrante, qui n'est pas une unité culturelle, mais qui devrait être considérée comme une forme d'unité de destination, quoi. Hey, je vais t'amener toujours sur ce sondage-là. On souligne que Véronique Yvon, qui est, on sait, vice-chef au Parti québécois, elle se voit une personnalité politique qui est quand même bien vue par 34% de l'électorat. OK? Elle est en avant donc de Gabriel Nadeau-Dubois, qui lui recevrait 33%, donc des gens, et 34% sont contre Véronique Yvon, 11%. 26% pour Jean-Martin Hossan et 16% qui seraient contre de le voir comme premier ministre. Madame Sonia Lebel, qui, en passant, je tiens à dire qu'elle est peut-être peu connue, mais elle était une des avocates qui était dans la commission Charbonneau, OK, qui va se présenter pour la CAQ aux prochaines élections. Donc, 15% des gens estiment qu'ils voteraient pour elle et 6% contre, OK, sa venue en politique. Et Vincent Marissal, tu sais qu'on a parlé la semaine passée, 14% des gens ont une opinion favorable sur lui et 21% n'ont pas une opinion favorable sur lui. Alors voilà, c'est un peu... sur ce sondage, ce que nous avons pu un peu plus récolter, puis qu'est-ce qu'il y en a, on est quand même encore à 6 mois d'élection. Et je dirais qu'une campagne électorale, c'est quand même quelque chose d'important. Oui. Encore, les gens se servent aussi de cela pour s'y intéresser. Et à 6 mois de l'élection, on peut peut-être voir effectivement des résultats surprenants. C'est intéressant de remarquer aussi que certaines de ces personnalités-là sont des gens plutôt controversés ou qui suscitent beaucoup de polémiques, qui sont un peu des figures de proue. On a longtemps parlé que le Québec avait plus de leaders en politique. Est-ce qu'on a le retour d'une époque où les gens sont des caractères en politique avant tout, au lieu d'une politique seulement de ligne de parti? Ben, je te pose la question. Mais moi, j'y répondrais positivement. Je pense qu'avec ce que j'ai dit, il y a moyen de... Oui. Je crois qu'on a un retour des personnalités fortes en politique. Ah bon, ben oui, ben, c'est intéressant de voir et de suivre cela, donc, d'ici aux prochaines élections. On aura certainement l'occasion, Jean-René, d'en reparler, des prochaines élections, dans le cadre de cette émission-ci, et probablement des émissions à l'automne prochain qui vont reprendre à ce niveau-là. Écoute, là, j'ai perdu ma feuille des sujets. Je te reviens avec, juste au niveau fédéral, on sait que la semaine dernière, on disait qu'il y avait peut-être une possibilité qu'il puisse y avoir une entente de principe pour l'ALENA. Bon, les dernières informations, c'est que... Certains chapitres n'avaient pas été négociés encore à l'époque. Oui, et non seulement ça, mais on n'aurait peut-être pas d'entente de principe au moment où on se parle. Sentait venir un peu qu'il y avait une source de chantage. Ça te dit quoi là, sur le succès de l'opération de renégociation de l'ALENA? Est-ce qu'on s'en va dans le mur avec ça ou on va-tu en avoir une autre? Ou, En tout cas, il semble que ce qui était fait jusqu'à maintenant n'est pas assuré. Bon, on n'a pas un progrès clair et net en voie d'avoir un accord complètement satisfaisant, certainement, puisque là, on voit que ça achoppe là, sur, oui, c'est ça. Sur ce qui reste. J'ai hâte, ça a quand même des impacts importants au niveau, naturellement, des échanges économiques. Et ce qu'on constate aussi, c'est que, dans un sens, les efforts qui ont été faits par le gouvernement fédéral, entre autres, parce que c'est eux autres qui négocient ça pour nous autres là-dessus, au niveau de l'élite économique américaine, semblent quand même porter des fruits.
C'est-à-dire que l'intransigeance qu'on a pu voir de l'administration Trump dans cette renégociation-là, cette intransigeance à la table de négociation est peut-être moins présente parce qu'il y a effectivement beaucoup de pressions qui sont faites par des élites économiques qui se retrouvent. Je te ramènerai, entre autres, on va en parler tout à l'heure, la guerre commerciale États-Unis et Chine, mais ce genre de relations-là où les individus qui sont dans les entreprises, qui font du commerce et avec nous et avec les Chinois, se retrouvent à se dire, si on commence avec une guerre commerciale, qu'on n'est pas capable d'avoir une entente, en bout de piste, oui, on va perdre beaucoup. Et là, l'administration Trump, je pense, se retrouve dans l'obligation de mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir être en mesure de faire en sorte que les négociations. Personnellement, là, je trouve que ça s'enligne mal pour pouvoir avoir une entente. Et si on a une entente, ça va être à long terme, qu'on va pouvoir être capable de l'avoir. Je ne pense pas qu'à court terme, on réussisse à avoir une quelconque entente de principe sur des sujets. Fort probablement qu'il y a des sujets sur lesquels on va s'entendre, puis on s'entend bien. Mais il y en a qui... C'est pas le Canada qui a l'avantage à ce que les discussions s'éternisent non plus. Il y a ça. Ont-ils vraiment un grand désavantage à ce que ça soit le cas? Mais donc, on ne sera pas à l'abri, effectivement, c'est parce qu'on n'est pas à l'abri de mesures là, comme Trump a pris là, concernant le bois d'œuvre, concernant l'aluminium et la métallurgie. On sait qu'on a été épargné pour l'instant, là, mais ce n'est que temporaire, semble-t-il, et M. Trump a été clair à cet effet. Guerre commerciale, Chine, États-Unis. Ça te dit-tu quelque chose? Ça te fait-tu peur, ça? La Chine... Pas la guerre. Non, pas la guerre au niveau militaire, non, évidemment, mais c'est important. C'est un secteur très important, les relations commerciales avec la Chine. La Chine est le nouvel atelier du monde, donc tout ce qu'on a qui est fabriqué en Chine, en partie ou en totalité, c'est incroyable. Et là, les marchés sont un peu cataclysmés de la situation. Exact. Ça fait vraiment denti au moment où on se parle. Le lien entre la grande entreprise et la politique est étroit. L'une affecte l'autre affecte en retour, comme on voyait notre premier ministre avoir des relations avec les entreprises américaines pour rapprocher la cause canadienne de tout ça, donc tout le monde y tirerait un bon parti, tout ça. Mais du côté de la Chine, le ton n'est pas le même. On a tendance à accabler la Chine de tous les maux, mais rappelons-nous que c'est notre développement industriel, le développement du marché en Amérique du Nord et dans l'Occident qui a fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui en termes de grand développement économique, presque impossible à renacher. Donc, on a eu des besoins énergétiques énormes en Chine qui ont mené à la construction d'un gigantesque ouvrage d'hydroélectricité, le barrage des Trois-Gorges, qui est visible de l'espace, et qui a dû faire évacuer, on rappelle, 13 villes. Donc, on a évacué 13 cités, des cités qui, au niveau canadien, seraient quand même de grandes villes. Au niveau chinois, ce sont des petits centres. La situation de l'ouvrier chinois, on la connaît un peu, n'est pas très avantageuse. Et là, qu'est-ce qui va se passer de ça? Là, on accuse la Chine de tous les maux, mais si on se regarde en tant qu'Occidentaux, qu'est-ce qu'on a fait? Quelle relation on a tissé avec ça? Et ensuite, d'accabler de toutes les conséquences de nos relations commerciales avec la Chine, d'acheter des produits souvent bon marché ou à très faible coût de production. Exact. Parfois, ce sont des produits pratiquement de luxe. On parle les téléphones des grandes marques, les téléphones cellulaires des plus grandes marques, Samsung, Apple, ou tout ça, c'est tous fabriqué dans les mêmes usines. Et moi, d'ailleurs, quand j'entends parler
quelqu'un en mal de une de ces nombreuses compagnies-là, peu importe laquelle, je rappelle toujours, c'est la même usine. Oui. Le nom change, mais c'est la même. Et qu'est-ce qui va advenir de tous ces produits-là? Si on a une guerre commerciale, la fluctuation des prix va être épongée par qui, par quoi, comment? Si on fait du mal à un pays qui a déjà très peu de restrictions environnementales, très peu de bons traitements à ses travailleurs, très peu de programmes, même si c'est un pays socialiste, bon, on connaît la situation du Chinois moyen, pas super avantageuse par rapport aux données américaines ou canadiennes, encore moins. Donc, qu'est-ce qui va arriver de ça? Ça va être quoi l'impact? Il va être sûrement important, mais est-ce que c'est un dossier qui va s'éterniser? Plus ça va durer, plus il pourrait avoir des impacts importants sur la structure de l'économie mondiale. C'est parce qu'on va avoir aussi beaucoup d'instabilité. Oui. OK? Et l'instabilité en économie est toujours quelque chose qui n'est pas recherché et qui est même... Pas du tout. Qui fait même peur. Et c'est le phénomène de conseil. Oui. Dans la dernière campagne électorale, quand même, américaine, bon, Trump avait là-dessus annoncé clairement ses couleurs en disant, écoute, nous voulons que notre force économique soit non seulement reconnue, mais qu'elle nous revienne de plein droit et qu'on puisse être en mesure de l'avoir. Donc, toutes les affaires en ce qui regarde la LENA, ce qui regarde effectivement la venue des Chinois dans la fabrication des produits donc à coût parce que ça coûte moins cher. C'est un peu dans la manière de Trump de travailler de cette façon-là. Ça peut amener peut-être plus de contraintes que d'avantages sur le moyen terme. Oui. De ça. Et là, on voit un président américain pointer du doigt ce qui est autre chose, qui n'est pas autre chose qu'un géant de l'économie mondiale. La taille de l'adversaire n'est pas à sous-estimer. Exactement. Et un adversaire qui, jusqu'à maintenant, s'est contenté d'envahir le marché de plusieurs secteurs de produits, n'a pas manifesté une hostilité sans équivoque envers les États-Unis ni envers quelconque pays occidental. Là, si on vient gâcher les relations, qu'est-ce que ça va devenir? Jean-René, il nous reste quelques minutes à l'émission. Puis là, la semaine dernière, on n'a pas pu en parler, mais cette semaine, je voudrais bien qu'on en placote. 50 ans de l'assassinat de Martin Luther King. Toi qui es un historien qui travaille à ce niveau-là, ça t'a dit quoi, toi? T'étais pas né, là, quand lui a été... Tu as bien raison. Il est décédé, mais est-ce que dans la connaissance que vous avez eue, Martin Luther King a été un personnage qu'on vous a parlé? Oui, c'est la figure de proue de la lutte contre le racisme, qui était pas seulement contre le racisme, mais qui prêchait « I have a dream », j'ai un rêve. Donc, il proposait d'intégrer, de positif pour sa société. C'était un homme de paix, c'est un homme qui donnait les moyens d'avoir un impact. Donc, il a ajusté comme il faut la mécanique politique et les manifestations, tout ça. Il a bien instrumenté ça avec un dossier qui était important à régler. D'ailleurs, il y a un très bon film là-dessus, Selma, donc la ville de Selma aux États-Unis, qui était la cible de post-ségrégation quand même de différentes injustices envers les Noirs qui souhaitaient s'inscrire pour voter. Et ça raconte bien l'histoire. J'ai visionné ce film-là et d'autres documentaires sur le sujet. Oui, on a entendu beaucoup parler du Dr. Martin Luther King Jr. Et c'est une personnalité assez soulignée. D'ailleurs, je crois qu'il est ressorti dans le cadre de certains travaux des étudiants. Ça arrive encore. C'est quelqu'un de marquant. C'est parce qu'on se souvient... J'étais jeune, je tiens à te le dire, là, à ce moment-là. Mais j'ai commencé à m'intéresser à la chose politique. Et, en revoyant des images, on ne se rappelle pas quelle était la situation des Noirs aux États-Unis. OK? Il n'y avait pas de droit de vote. Ils n'étaient pas reconnus comme des personnes humaines pleines, même dans certains États et au niveau de l'État fédéral qui est les États-Unis. Et la bataille qu'il a su mener, qui était non pas une bataille à
il y avait les panthères, les panthères noirs avec le Malcolm X, qui étaient, eux, le mouvement extrémiste. Lui avait décidé de prendre une autre voie, de marcher. C'était la voie de la raison. Exact, et de marcher. Hein, il y a les marches qu'il a fait. D'ailleurs, il y a eu une commémoration de cette marche-là qui a été faite lors de... il me semble que c'est au début du mois d'avril qu'il avait été assassiné. Et en faisant ces marches, en s'en allant rencontrer les élus, il a réussi à faire changer un amendement, donc à la Constitution américaine, pour que les droits des Noirs soient égaux aux droits des Blancs. Ça, là-dessus, ils l'ont dans le livre. Mais encore aujourd'hui, on constate que l'élément de la ségrégation est encore présent. Et dans même si tu as des génies qui sont des personnes qui sont de race noire, mais qui ont pu être en mesure de faire leur marque aux États-Unis, c'est peu par rapport à ce qu'en ont encore les Blancs qui ont le haut du pavé. C'est pour ça que je trouvais important que oui, le travail qui a été fait par Martin Luther King est un travail qui aura permis à la société américaine d'être, entre guillemets, plus juste, parce qu'elle n'est pas encore... Il aura défriché le champ. Maintenant, il faut continuer d'arroser les plants. Exactement. Et ce que tu amènes là avait été souligné, effectivement, dans le cadre des commémorations. Beaucoup de personnes ont souligné ce que tu viens de dire, c'est qu'il a créé des fondements, il a créé des fondations, et il faut que ces fondations-là, nous, maintenant, érigent des comportements qui C'est pas seulement pour regarder les nuages qu'on se tient sur les épaules des géants qui nous ont précédés, c'est pour continuer leur œuvre. Exact. Alors, c'est pour ça que la question, donc, du 50 ans de l'assassinat, je voulais qu'on en parle. Je voulais qu'on en parle parce que, même si c'est pas chez nous, c'est chez nos voisins, mais c'est aussi chez nous parce que regardons ce qui se passe partout. Même au Québec, tu parlais en début d'émission les anglophones, les francophones, mais aussi sur les nouveaux arrivants. Alors, au plaisir donc de se revoir la semaine prochaine et faites-nous part de vos commentaires aussi, si vous en avez. Merci.